retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 10 février 2021. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, quant à moi, je récupère la possibilité de communiquer avec vous directement sur la chaîne YouTube et de poster des vidéos également, puisque j'en ai été privé pendant une semaine avec une sanction YouTube. Donc là, vous voyez la copie écran. Il y a eu 2 vidéos en réalité qui ont été supprimées, censurées coup sur coup, mais il y a eu une seule mise à pied, et ce que j'expliquais sur la chaîne Odyssée, puisque pendant ce temps, j'ai continué le travail sur Odyssée, donc j'expliquais aux abonnés de la chaîne Odyssée que, dans leur grande générosité, YouTube n'a pas, cette fois-ci en tout cas, doublé la sanction. En revanche, ils m'ont invité à jeter un coup d'œil attentif au contenu des précédentes vidéos, donc voir si le contenu n'enfreignait pas les règles donc YouTube. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas prendre le risque donc de faire supprimer la chaîne, ce serait dommage. En revanche, donc tous les sujets qui sont un petit peu épineux, vous voyez de quel sujet je veux parler, eh ben, j'en parlerai sur Odyssée, ou je posterai des vidéos sur Odyssée. Et ici, forcément, ben, on sera un petit peu plus, les sujets seront un petit peu plus aseptisés. On continuera bien sûr à discuter, mais il y a de fortes chances, en plus, que dans le futur, vous allez voir. Pour le moment, les sanctions sont surtout portées sur tout ce qui tourne autour du domaine de la santé, domaine médical. Souvent, YouTube fait référence à l'OMS, aux autorités de santé publique. Ils disent que finalement, le contenu que l'on donne, il va à l'encontre de ce que disent les autorités de santé publique, l'OMS notamment. Mais dans le futur, il me semble en tout cas que cette censure pourrait s'étendre également sur la partie beaucoup plus écologiste, notamment sur le climat. Ça a déjà commencé d'ailleurs, puisque dans le passé, j'ai déjà posté des vidéos dans ce sens-là. Elles ont subi des censures, je dirais, plus feutrées, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt à base d'algorithmes. D'ailleurs, toute la chaîne, dans son ensemble, est soumise finalement à un ralentissement. Vous pouvez le constater, le nombre d'abonnés n'augmente pas beaucoup, la diffusion est extrêmement limitée, il en est de même également pour mon blog et également sur Facebook. Donc voilà un petit peu les contraintes auxquelles je me heurte. Et pour couronner le tout, et là on monte d'un cran, vous avez également ce qu'on appelle la psychiatrisation politique. Vous en avez déjà eu une version avec ce qui s'est passé avec le professeur Fourtillan, donc c'est quelque chose qui peut s'étendre. Malheureusement, vous avez ici le docteur Chamberlain, puisque bien sûr, dans ce cas de figure-là, vous avez le concours de médecins qui vont effectivement poser un diagnostic sur les gens qui contestent la version officielle. Donc là, c'est quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'on inverse encore une fois la charge de la preuve. C'est comme d'habitude, ce sont les psychopathes qui nous gouvernent, mais ce sont les honnêtes citoyens, tous ceux qui contestent le système, qui risquent de se retrouver avec cette étiquette-là, et de se retrouver isolés, enfermés, etc. Gagne des adeptes, mais les adeptes se font de plus en plus remarquer parce que c'est de plus en plus difficile de nier la réalité. Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés. Tout le monde connaît quelqu'un qui est touché. La réalité est là. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de nier cette réalité-là. Donc, ceux qui la nient ressortent beaucoup plus, là. Ouais. Donc, on comprend en même temps les mécanismes sectaires là, qui sont à l'œuvre. Bon, l'inconnu, la pandémie, le virus, la perte de contrôle qui engendre beaucoup de peur. La question, c'est pourquoi cette violence-là? Là? Ils font une coupure très claire, ces gens-là, entre eux et nous. Là. Pourquoi les menaces, cette haine envers ceux qui ne partagent pas leur vue? Effectivement, il y a beaucoup de haine. C'est parce que c'est la raison pour laquelle ils n'y croient pas. Premièrement, il y a des gens dans ça qui sont carrément pathologiques. Il y a 1% de la population qui a un trouble délirant, qui peut prendre différentes formes. Mais c'est sûr que ce 1%-là va être drainé dans le phénomène là, des négationnistes de la COVID. C'est évident. Donc, il y a des gens pour qui c'est carrément une pathologie. Ça va être irréductible par la logique. Quoi qu'on fasse, ils vont toujours avoir une explication. C'est des comédiens, c'est ci, c'est ça. Et ceux-là, ça va être extrêmement difficile de les faire changer d'idée parce que, par définition, ça ne se change pas par la logique. Et c'est couplé à d'autres délires qui fait que cette volonté-là, d'après eux, de faire croire qu'il y a un virus, c'est pour d'autres fins. C'est justement pour nous contrôler. Injecter des vaccins avec des puces, le 5G. Donc là, pour eux, ils en ont dans leur construction, ça devient quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement important. Ils mettent en jeu la liberté des individus dans ça, ils mettent en jeu l'avenir de l'humanité presque. Donc l'enjeu est proportionnel à l'agressivité qu'ils vont avoir. Et donc, on a l'impression que c'est un peu la tempête parfaite avec ce qui se passe aux États-Unis.
États-Unis, la pandémie, le confinement, le couvre-feu, Trump qui s'en va. Et là, il est possible que ce mouvement-là, là, aux États-Unis, fasse tache d'huile chez nous, là, que toutes les tensions autour de la chute de Trump se répercutent au Québec. Absolument. Il y a des gens, effectivement, il n'y a pas juste des gens délirants dans ça, il y a aussi des gens narcissiques qui vont se placer au-dessus de la mêlée. Ces gens-là comprennent mieux, connaissent mieux. Il faut surtout pas qu'on les identifie à la masse de la population. Donc, c'est un moment idéal pour dire qu'eux ont compris quand les autres n'ont pas compris. Un quinquennat d'état d'urgence et une démocratie qui en prend un coup. Le classement du journal The Economist fait reculer la France dans les classifications démocratiques. Nous sommes pour le journal une démocratie défaillante. Décryptage avec Olivier Frère-Jacques. Dictature sanitaire par-ci, loi sécurité globale et état d'urgence par-là, la démocratie française fait la tête. Le journal britannique The Economist, qui compte parmi les plus influents au monde, a donné son classement annuel de la démocratie. Et les chiffres sont mauvais partout, et tout particulièrement pour la France. Si le classement doit être mis dans son contexte, celui d'un journal libéral qui a une vision très anglo-saxonne de la démocratie, il n'en demeure pas moins un bon indicateur de la régression des libertés avec la crise sanitaire dans le monde en général et en France en particulier. Le centre de recherche de la revue fait ainsi passer Paris de la classification démocratie à part entière à démocratie défaillante, un changement d'appellation qui s'est joué à quelques points. Les critères retenus pour l'étude des États sont établis à travers 5 catégories. Le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiques, le fonctionnement du gouvernement et la culture et la participation politique. Parmi ces critères, ceux des libertés civiques et du fonctionnement du gouvernement semblent être les principaux points d'achoppement pour la France. Les restrictions à la libre circulation avec les multiples couvre-feux et autres confinements, mais aussi le raidissement sécuritaire de l'État apparaissent aujourd'hui comme des lacunes flagrantes pour la France. Et parmi les voix qui dénoncent ces dérives, c'est un professeur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, André Grimaldi, qui a tiré la sonnette d'alarme récemment, évoquant tout de même un président qui, je cite, « décide tout pour nous », ainsi qu'un manque de débat sur les mesures prises. Fondateur du collectif Interhôpitaux, il plaide pour une discussion sur la place publique avant la prise de décisions restrictives de liberté. Un discours rafraîchissant alors que la pluralité des opinions fait clairement défaut en France depuis le début de la crise sanitaire, puisque toutes les grandes formations politiques se sont pliées aux injonctions sécuritaires et restrictives de liberté. Volontiers donneuse de leçons à la terre entière, la République française pourrait désormais, à l'instar d'autres pays occidentaux, s'occuper de ses affaires. Les États-Unis, l'Italie ou encore la Belgique ont aussi intégré le classement des démocraties défaillantes. Si les mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire sont évidemment centrales dans la chute de Paris au classement, les lacunes françaises et de nombreux États occidentaux s'inscrivent dans un temps plus long. En effet, la France s'est déjà retrouvée dans cette catégorie ces dernières années. Les limitations de la liberté d'expression au nom de la lutte contre le terrorisme ou même, plus étonnant, de la lutte contre la haine participent de cette tendance, une tendance accrue par des GAFA, des géants du numérique, qui créent petit à petit une morale privée plus ou moins en collaboration avec les États occidentaux. Le projet de loi sécurité en France et les graves atteintes à la vie privée de la part des États et des entreprises ont explosé avec la révolution numérique et semblent aussi participer au recul de la démocratie. Aujourd'hui, le baromètre The Economist ne donne plus que 8,4% de la population mondiale comme vivant dans une démocratie à part entière. Avec la crise sanitaire, de nombreux États, à l'instar de l'État français, se sont raidis et la loi sécurité globale en est une illustration. Ce qui est à craindre est désormais que ce qui a souvent été présenté comme du temporaire devienne permanent. Il n'y a pas de ligne au gouvernement sur le confinement. Le président a eu raison de ne pas décider de reconfiner le pays il y a 15 jours. Il est même possible et souhaitable qu'on ne soit jamais reconfiné. Les mots sont signés ce matin. Olivier Véran, il répondait clairement aux critiques, à la pression des scientifiques qui chaque jour alertent sur la situation sanitaire en France. À cela, le ministre de la Santé a répondu que les courbes restaient plus ou moins stables, même s'il est vrai que le variant poursuit sa progression. Écoutez-le. Ça fait 3 semaines qu'il y a 20 000 nouveaux cas par jour, 3 semaines qu'il y a 1500 hospitalisations par jour et 3 semaines que nous sommes entre 3200 et 3000 patients au total en réanimation. Donc stable, j'ajoute un deuxième mot, excusez-moi,
élevé. Nous étions à 14% environ de circulation de variants. Pour l'essentiel, le variant d'origine britannique. Ces variants augmentent d'environ 50% par semaine, c'est-à-dire qu'ils augmentent vite, mais moins vite que dans les pays qui n'étaient pas sous couvre-feu. Donc il y a une efficacité des mesures que nous avons décidées et qui permet aujourd'hui de stabiliser la situation sanitaire. Voilà. Vous venez d'entendre cette déclaration de M. Olivier Véran qui a de quoi surprendre, qui a de quoi dérouter et laisser pantois une grande partie de nos compatriotes. Les laisser pour certains dubitatifs, il y en a beaucoup si vous lisez les commentaires qui vous disent mais de toute façon on est déjà confiné à mi-temps. Puis il y en a d'autres de toute façon qui n'y croient pas, qui savent qu'il y a une entourloupe derrière et effectivement ils ont raison d'être méfiants, mais forcément ça génère du stress puisque vous avez d'autres informations qui sont complètement contradictoires et eux-mêmes, à chaque fois il y a toujours ce petit côté peut-être, il y a toujours ce conditionnel qui vient se glisser parfois dans les phrases. Vous avez dans les phrases qui sont formulées d'un côté un côté assez catégorique comme ce fameux mot jamais, et puis de l'autre côté vous avez beaucoup de conditionnels, et donc vous avez notamment par exemple cet article-là qui vient préparer l'opinion publique à un éventuel reconfinement comme on en a eu déjà dans le passé. Vous avez ici, vous voyez cet article-là de France Info, 55% des Français sont favorables à un prochain confinement. Il n'est pas impossible que ceux qui dirigent, managent et coachent nos marionnettes de gouvernement aient intégré dans la feuille de route par anticipation ce changement de stratégie afin de ne pas toujours être prévisible. On est bien dans cet univers Verseau, le signe imprévisible avec Uranus en dissonance, donc il permet effectivement de dérouter l'adversaire. C'est un petit peu comme un entraîneur qui coacherait son poulain, par exemple en tennis, il va lui dire de ne pas toujours jouer coup droit fond de cours. De temps en temps, il va lui dire il faut que tu varies un petit peu ton jeu, il faut que tu tentes des revers, des amortis, des passing shots, des lobes, etc. Et c'est pareil pour tous les sports. Et puis vous avez également donc cet épisode pour illustrer un petit peu la séquence qu'on est en train de vivre, où les Français commencent à devenir un petit peu chèvres. Vous avez Astérix et Obélix dans les 12 travaux, avec cette histoire de laisser passer à 38 qu'ils doivent se procurer, et vous avez les administrateurs donc qui sont contradictoires, qui donnent des informations contradictoires, qui fait qu'à un moment donné, nos deux héros commencent à devenir dingues. Et puis après, ils inversent, finalement, ils prennent les administrateurs à leur propre jeu. Donc on a aussi cette volonté, bien entendu, avec toutes ces informations contradictoires, de rendre les Français complètement dingues. Il y a déjà, d'une part, de procéder de cette manière-là, et puis il y a aussi d'autre part, vous savez qu'ils aiment bien faire du fameux en même temps. Alors le fameux en même temps, c'est aussi de désamorcer d'une certaine manière, vis-à-vis de certains de nos compatriotes, cette défiance, cette méfiance, qui est forcément très importante à l'heure où on se parle, vis-à-vis du gouvernement, compte tenu des impairs qu'ils ont commis vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire, à l'heure où on est dans la campagne vaccinale, donc il est l'heure aussi de renouer un petit peu avec un certain nombre de Français afin qu'ils acceptent aussi donc d'aller se faire vacciner. C'est pour ça que vous avez toujours ce fameux en même temps, c'est-à-dire on continue à faire peur, on continue à jouer à ce chantage aussi, avec le fait qu'on ferme les commerces non essentiels, la restauration, etc. Donc ça maintient toujours cette pression-là, mais en même temps, vous avez aussi cette volonté vis-à-vis de la narration officielle de présenter Emmanuel Macron et j'allais dire Édouard Philippe et M. Castex, et également donc M. Olivier Véran, comme des gens bienveillants, qui sont là effectivement pour jauger à chaque fois cet équilibre et pour pas tout le temps sans arrêt confiner, n'avoir que ça en tête et se démarquer donc bien sûr de ces hygiénistes. Donc ça c'est bien sûr la narration officielle, il faut faire très attention bien entendu puisque on le sait, leurs arrière-pensées sont tout autres. La carte du ciel de cette nouvelle lune en Verseau, avec cette escorte planétaire Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, donc qui accompagne le Soleil et la Lune du soir, avec toujours cette dissonance à Uranus, Mars. Donc Uranus qui n'est pas à son aise dans le signe du Taureau, vous savez que le Taureau c'est un signe vénusien. Vénus qui gouverne également la Balance qui est le signe de la justice, qui est le signe de l'harmonie, de l'équilibre, et qui explique pourquoi en France, donc, qui est un pays Balance par ailleurs, 28 septembre 1958 à 22h, c'est la date de naissance de notre 5e République, donc c'est un thème Balance ascendant Gémeaux, et nous avons ce 2 poids 2 mesures qui est sans arrêt présent, parce que nous avons Uranus donc en Taureau, dans une position qui n'est pas à son aise, en chute, et également en disharmonie avec le Verseau, et nous avons en parallèle cet écho entre le Taureau et la Balance, donc la Balance qui est un signe
vénusien, tout comme le taureau, et la balance qui est également gouvernée par Saturne. Saturne, nous l'avons dans le signe du Verseau en dissonance avec Uranus, d'où justement cette inversion dont on a si souvent parlé. Alors là, je vous renvoie à nos capsules antérieures pour pas que ça soit redondant. Nous avons souvent évoqué donc, cette inversion de la réalité saturno-uranienne, Uranus qui symbolise le ciel, Saturne qui symbolise la Terre, la réalité. Et on a bien cette inversion des normes et le fait qu'on a sans arrêt ces changements de pied et aussi ces surprises, puisque nous avons vu que, en tout cas on a essayé nous d'anticiper sur les dates, moi je vous avais indiqué que probablement à partir du mois de janvier nous aurions ce confinement. En plus on a eu quelques documentations qui nous invitaient à penser qu'on aurait un confinement strict à partir de janvier. Finalement ce n'est pas encore totalement le cas, on a été cuit dans notre jus pendant toute la période capricornienne. Vous savez que le Capricorne, c'est le signe de l'intermittence. C'est un signe patient. Et c'est un signe qui, en général, procède par petites touches. Par séquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque vous avez eu plusieurs séquences qui sont venues s'empiler. On a bien l'empilement, un petit peu comme on empile des mesures qui finissent à un moment donné par donner quelque chose de plus conséquent. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on a eu cette surprise finalement inversée avec le fait qu'on n'ait pas été reconfiné finalement, comme ça a été annoncé au début par des indiscrétions, mais ça peut être des fausses indiscrétions. Je vous avais dit dès le mois de mars qu'on était dans cette nouvelle ère de post-complot entre guillemets, où on peut très bien avoir des fake news. C'est-à-dire on en a sans arrêt des fake news, mais je veux dire par là des fausses informations, des fausses indiscrétions, c'est-à-dire qu'on nous habitue à nous donner des informations sous forme d'indiscrétion en se disant tiens c'est une fuite d'une entreprise, etc. Donc nous forcément on va se baser aussi par rapport à ça. Donc on va rechercher, en tout cas à mon niveau, je recherche des synchronicités, je recherche des analogies sur le plan numérologique, sur le plan astrologique, etc. Et puis ensuite, après, on se retrouve avec finalement une information qui est complètement contradictoire. Donc ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Néanmoins, voilà, il faut bien quand même tenter des choses. Donc moi, je vous avais dit que probablement nous serions reconfinés à partir du 20 janvier. Pour le moment, on a encore cette petite marge de manœuvre, mais néanmoins, quand on analyse bien la situation, on a quand même ce confinement donc qui est quand même conséquent, puisque vous avez 12 heures de votre vie où vous êtes juridiquement, vous êtes censé être confiné. Vous avez ce couvre-feu, donc c'est un confinement qui ne dit pas son nom. Vous avez d'autres mesures, comme par exemple la fermeture des frontières. Vous avez des tas de mesures qui sont prises, notamment vis-à-vis des écoles, vis-à-vis des commerces non essentiels. Donc en fait, finalement, on est déjà quelque part confiné, mais c'est le label qui change. Vous voyez, c'est une question là marketing, puisque si vous prenez l'Allemagne, eux, ils parlent de semi-confinement, alors qu'en réalité, les mesures sont à peu près analogue. Et c'est pour ça aussi que je vous avais dit, lorsque je vous avais présenté cette capsule-là, je vous avais dit que ce mot, aujourd'hui, confinement, était dévoyé, qu'il fallait faire très attention. Néanmoins, il nous reste encore donc, cette possibilité d'avoir un confinement beaucoup plus strict, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu comme la grenouille dans une casserole, on nous a cuit à feu doux, et puis ensuite, il ne reste plus qu'à fermer le dernier verrou, c'est-à-dire nous confiner de manière beaucoup plus stricte. Donc ça pourrait survenir vraisemblablement, pourquoi pas, durant la période poisson. On verra bien de toute façon, puisqu'on est dans cette période de contre-pied sans arrêt avec Uranus. Donc on a quand même ces éléments Verseau. Je vous avais dit, moi, qu'on serait dans une dynamique de liberté conditionnelle, puisque c'est vrai que nous avons tous ces éléments célestes-là en Verseau qui viennent quand même soutenir malgré tout la balance qui forme. Donc vous le voyez ici, donc un aspect favorable, si on devait mettre ici le soleil de la France de la Ve République. Donc on a bien tous ces éléments Verseau qui viennent soutenir à la fois la balance et le Gémeaux. Donc c'est possible effectivement qu'on ait pendant quelques temps encore donc cette liberté conditionnelle, donc qui leur permet de continuer la politique vaccinale et surtout de passer à un autre cap, c'est-à-dire nous amener vers le traçage, vers le pistage, puisque eux-mêmes sont capables de démonter leur propre protocole tout en le défendant, c'est-à-dire d'une main on continue à faire intervenir des gens, notamment à mettre en avant l'étude de M. Ioannidis tout en la démolissant en même temps, mais en même temps ça permet aussi de décrédibiliser le confinement pour mieux nous amener vers finalement donc d'autres formes de protocoles, c'est-à-dire le fait de nous tracer, nous pister,
mais tout en continuant à garder le masque, tout en continuant à aller se vacciner, tout en acceptant après le passeport vaccinal, mais après, ils peuvent toujours revenir en arrière, une fois que vous avez accepté ça, une fois que vous avez ouvert la boîte de Pandore, hop, on vous reconfine quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que vous aurez les deux en même temps. Et ça, on est encore, vous voyez, dans cet univers en même temps. C'est pour ça que c'est très complexe. On est dans cet univers-là, donc on verra quand on aura le soleil qui va transiter le poisson. On va avoir également Mercure, donc d'ici quelques jours, qui va reprendre sa marche directe, et ensuite transiter également le poisson. On va avoir Mars qui va transiter à partir du 5 mars, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans le signe du Gémeaux. Donc on va avoir cette dissonance au signe du poisson, et on va avoir bien sûr sur le plan le retour probable des gens qui vont être grippés, des morts, qu'on a habituellement chaque année. Et donc là, ils auront du grain à moudre pour pouvoir prendre le prétexte de dire, bon bah vous voyez, on a été quand même bon prince, on a tout mis en œuvre pour pas vous reconfiner, mais là on va vraiment devoir le faire parce que la situation le nécessite, il y a vraiment trop de morts, il y a trop de cas, enfin ils vont pouvoir après faire un mix avec tous les indicateurs, etc., etc. Alors pour ceux qui vont se rendre sur Odyssée, vous verrez à un moment donné, j'ai posté une vidéo avec le docteur Gérald Kierziek, donc qui s'exprimait sur LCI le 28 décembre dernier, qui disait, je cite, on soigne une épidémie de tests. Ou encore, imaginez que nos dirigeants politiques confinent juste parce qu'il y a 3000 personnes en réanimation, ça voudrait dire que depuis 15 ans, chaque année, nous serions contraints de confiner. Donc ça va dans notre sens à nous, si vous voulez. Mais par contre, c'est là où le diable se cache dans les détails, c'est qu'à un moment donné, il envoie un bon point à Emmanuel Macron, qui dit que lui, il est bien dans la dynamique de l'équilibre balance bénéfice-risque, alors qu'en fait, pas du tout. En tout cas, il l'est en ce moment, en apparence, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas été, puisque on a ce biopouvoir, c'est-à-dire qu'on a le conseil scientifique et les politiques qui ont fusionné. Mais là, momentanément, pendant quelques temps, il montre que chacun est indépendant, chacun retrouve sa place. Vous avez le politique qui dirige, qui sait dire non, donc au conseil scientifique et toute l'armada, donc des scientifiques, des VRP de Big Pharma qui sont là pour dire allez, il faut reconfiner, qui mettent la pression, et qui n'hésiteront pas, si les choses tournent mal, à dire que finalement le gouvernement n'a pas bien géré, donc ce qui jettera encore le discrédit à l'État-nation, en tout cas à ceux qui dirigent l'État-nation, parce que vous savez que le but, c'est bien entendu de discréditer à terme donc tous les États-nations, de laisser penser que finalement ils ne savent pas gérer des crises qui les dépassent, que ce soit les crises donc ici sanitaires comme le climat, etc. Mais vous avez ce docteur-là, par exemple, qui n'est pas hostile, en revanche, aux gestes barrières, au port du masque, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez ce fameux pile, tu perds, face, c'est eux qui gagnent à chaque fois. Donc vous voyez, c'est toujours cette logique-là qu'il faut vraiment garder en tête. Je vois que malheureusement, donc on est bien dans ce paradoxe verso, mais vous avez toujours de nombreuses personnes qui tombent à chaque fois dans le piège, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on retient que ce qu'on a envie de retenir, mais on ne se rend pas compte que cette personne-là, elle est là aussi pour jouer pendant quelque temps, endosser le costume du sauveur, c'est-à-dire qu'on a toujours ce fameux triangle de Karpman avec des bourreaux. Donc là, vous avez en ce moment, dans cette séquence qu'on est en train de vivre, vous avez ces professionnels de santé qui exhortent le gouvernement à confiner. Vous avez pour le moment Emmanuel Macron et Olivier Véran qui endossent temporairement le costume de sauveur, qui se mettent en barrage pour sauver entre guillemets les Français, qui prétendent par des pirouettes rhétoriques résister au corps médical, qui réclament en urgence donc un nouveau confinement. Et vous avez bien sûr toujours les mêmes victimes, les Français, dont d'après d'ailleurs Science et Avenir, 20% d'entre eux auraient des idées suicidaires. Donc là il faut voir est-ce que le chiffre est valable ou pas, parce que vous savez qu'ils sont forts aussi dans ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Ils sont là pour façonner l'opinion, pour que les gens, en fait, en recevant cette information-là, se disent « Oh là là, 20% !» Et eux-mêmes finissent par déprimer alors qu'ils ne l'étaient pas forcément en train de déprimer, même si on sait bien entendu qu'il y a énormément de gens qui sont clairement en dépression. Ça, c'est une tendance lourde, qui peut déboucher effectivement sur une nouvelle épidémie. D'ailleurs, moi, j'en avais parlé avant l'épisode Covid, j'avais fait ces prévisions-là, vous pourrez regarder, alors il faut vraiment remonter un petit peu dans le passé. Et puis vous avez donc ce type de médecins-là qui sont au demeurant sympathiques, qui effectivement vont critiquer et qui vont donner de très très bons arguments, mais à chaque fois le diable se cache dans les détails et vous avez toujours, vous voyez, ils renvoient la balle finalement au gouvernement pour aller vers d'autres modes
de gestion sanitaire qui s'apparente à ce que l'on peut retrouver à Taïwan, à ce qu'on peut retrouver notamment en Chine, mais surtout Taïwan. Je vais prendre cet exemple de Taïwan, puisque c'est un exemple qui a déjà été pris par Madame Karine Lacombe. Apparemment, pour elle, c'est vraiment le must, et c'est aussi pour ça que sans doute, vous avez donc ce pays-là qui a été laissé tranquille, comme d'autres d'ailleurs, hein, pour différentes raisons stratégiques. Et là, il faut se placer sur un plan global, hein, de stratégie globale. Vous avez Taïwan, effectivement, qui a très peu de morts, qui a très peu de cas, etc. Mais parce qu'on nous dit, eux, ils ont adopté un mode de gestion sanitaire donc, qui est basé sur le traçage, sur le pistage, afin que finalement les Français valident, se disent « Ah bah oui, il faut que je télécharge l'application Covid et puis que je me fasse tracer, pister, et puis pour ouvrir les restaurants. » Donc vous avez toujours aussi cette responsabilité, cette culpabilité que l'on rejette à chaque fois sur les Français en leur disant « Attention, quoi. Si vous n'acceptez pas ni de vous faire vacciner, vous n'acceptez pas donc ces mesures-là, eh ben, on rouvrira jamais les restaurateurs. Donc ça veut dire que ce sera de votre faute à vous que les restaurateurs donc, ne rouvrent pas et qu'ils font faillite. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours cette dialectique et ils sont vraiment très très forts. Quand je regarde un petit peu les différentes séquences, je me dis, en termes de communication, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Tout est vraiment bien huilé, tout est bien rodé, même quand on a l'impression qu'ils font des impairs en réalité. Ce sont des impairs finalement qui sont déjà, comment dirais-je, où on a l'impression qu'ils ont déjà les garde-fous qui viennent derrière pour pouvoir toujours retomber sur leurs pieds. Maintenant, concernant le supplice de Tantale, alors j'en avais fait un article, alors je vais vous en lire quelques extraits, donc pour vous expliquer un petit peu ce mythe de Tantale, pour ceux qui ne connaissent pas donc cette histoire mythologique, et qui se rapporte à notre actualité, au fait que les Français sont en train de vivre effectivement, les gouvernements sont en train de faire vivre aux populations ce fameux supplice de Tantale. Tantale était jadis dans la mythologie grecque le roi de Phrygie, il était riche et souvent invité dans les banquets des dieux, si bien qu'à un moment donné il a fini par se prendre pour l'un des leurs, alors qu'il n'était qu'un simple mortel, il avait c'est vrai une ambition dévorante, et cette ambition a fini par avoir raison de lui et lui faire perdre un petit peu la tête, et c'est vrai que les dieux sont réputés pour être vengeurs, et ils ont décidé de le châtier très sévèrement. C'est ainsi que Tantale, il a été précipité dans le Tartare. Alors c'est le lieu le plus profond de l'enfer dans la mythologie grecque. Donc il a été attaché à un rocher, et il a été entouré de fruits et d'eau fraîche, mais chaque fois qu'il a tenté de s'en rapprocher, à chaque fois qu'il a tendu la main ou la bouche pour s'en saisir, vous avez les fruits et l'eau qui se mettent à se dérober un petit peu de sa portée, si bien que finalement, il a commencé à mourir de faim, et c'était le châtiment, de mourir de faim pour l'éternité. Donc c'est le fameux supplice, si on devait le rapporter à ce que vivent aujourd'hui les Français, donc ils sont quelque part nargués de voir leur désir à portée de main. Donc c'est-à-dire qu'on voit les restaurants, quand on sort dans la rue, on voit les restaurants, on voit les salles de sport, de spectacle, divertissement, on voit les vitrines des agences de voyage, etc. Et puis vous avez également vos amis qui sont proches, si on parle aussi de relations humaines, les amis, la famille, etc. Et on ne peut pas les voir, c'est-à-dire qu'ils se dérobent à cause justement de cette politique sanitaire tortionnaire menée par le gouvernement. Dans cette vidéo, nous n'allons pas en revanche aborder la question de la charte de Biderman. Je vous invite à le faire par vous-même si vous le désirez. Vous avez par exemple la vidéo de l'excellent Jean-Jacques Crèvecoeur, interviewé dans une émission au Québec, donc où il fait ce rapprochement avec les tortures psychologiques que nous sommes en train de vivre à travers les mesures sanitaires qui sont prises par le gouvernement. Vous avez également d'autres youtubeurs qui se sont collés à cette question.